Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, la semaine dernière, on avait abordé un ensemble d'auteurs, Hegel et Aristote, c'est-à-dire un ensemble comprenant deux personnes. Euh, on avait vu également certaines ébauches de critiques qui avaient pu être adressées aux théories de ces auteurs, qui en gros se rejoignent sur ce que je vais fouiller aujourd'hui, c'est-à-dire un certain essentialisme qui en fait renforce des dynamiques qu'aujourd'hui on peut qualifier de sociales et des dynamiques d'exclusion entre les genres. Euh, donc aujourd'hui je vais faire trois choses si tout se passe bien. D'abord une certaine espèce d'historique de la critique féministe en question, notamment pour la lié à un héritage philosophique qui est celui de, disons, l'essor des sciences sociales à partir du champ philosophique, qui est quelque chose qui a lieu à la toute fin du 19e siècle, mais surtout début 20e siècle, et qui s'étend sur toute la durée du 20e siècle, qui en fait rend possible la critique qu'on a vue la semaine dernière. Euh, Ensuite, dans un deuxième temps, je vais un peu préciser les critiques vraiment liées par rapport à ces auteurs et voir quelles sont certaines capacités de proposition qui ont pu être faites. C'est-à-dire qu'à partir d'une critique de, disons, l'essentialisme qu'on a pu trouver chez Hegel, on va avoir tout le développement aussi d'une philosophie politique féministe nouvelle qui va développer autre chose que le droit abstrait, qui s'appelle le care, et donc qui va viser à faire une espèce de double chose qui va être à la fois féminiser le politique et politiser le féminin. Ça fait très cagnal, nous en sommes spécialistes, mais je vais le développer plus tard et promis, c'est pas que une formulation superficielle. Et enfin, dans un troisième temps, on va se pencher sur vraiment la portée que peut avoir une critique féministe avec l'exemple de Hegel et de l'ouvrage de Jean-Baptiste Villeroy. Est-ce que c'est bien Jean-Baptiste? J'espère que je ne dis pas de bêtises. Oui, Jean-Baptiste Villeroy, qui a écrit un livre qui s'appelle Hegel féministe, point d'interrogation. Et ce livre est aussi résumé par un article que je vous ai transmis par mail, et donc qui montre vraiment qu'en fait la critique permet de relire un auteur de façon tout à fait intéressante. Voilà. Donc, on va commencer par la partie historique. Et ce qui, selon moi, est important de voir, c'est que la critique n'est pas seulement due à, disons, une erreur d'interprétation qui serait de juger les auteurs selon des critères contemporains, mais que c'est le résultat de toute une évolution philosophique et d'un développement dans l'histoire de la philosophie lui-même. Euh, la critique qu'on a vue la semaine dernière, qu'elle soit adressée à Aristote ou à Hegel, ou plus globalement à la philosophie politique, c'est donc, on le rappelle, d'avoir mis en avant des valeurs, des vertus politiques qui sont, disons, pour être très grossier, la capacité à la rationalité, la sagesse, une certaine morale pragmatique également, que ce soit, disons, dans un idéal de république des philosophes ou dans un idéal plutôt juriste, de juste naturalisme, donc qui est de dire qu'en fait l'organisation politique se doit d'être rationnelle, de viser le bien des individus et que les vertus du politicien sont cette propension à la rationalité, à l'abstraction, etc. Et de dire en fait que ces vertus-là sont ne sont plus genrées qu'il n'y paraît, que ça a été le critère d'une exclusion du féminin, étant donné que ces vertus étaient considérées comme masculines et non féminines, ou disons tout du moins que les femmes étaient considérées comme n'ayant pas accès à ces vertus-là. C'est ce qu'on avait vu chez Aristote. Si elles y ont accès, c'est de façon un peu tronquée, un peu différente, disons, mais différent, ça tend vers l'inférieur en fait, donc qui est la fameuse rationalité sans autorité. Euh, Cette critique-là est rendue possible aujourd'hui du fait de la progression
en philosophie généralement, de la considération de ce que je vais appeler le constructionnisme ou le constructivisme. Aujourd'hui, on accepte assez facilement l'idée que les individus sont en bonne partie le produit de leur milieu, de dynamiques sociales plus larges que leur propre trajectoire individuelle. C'est quelque chose qui ne nous choque pas du fait de la diffusion, que ce soit dans les milieux académiques ou même dans des discours, disons, publics plus de vulgarisation ou même des discours politiques que tout un chacun a pu entendre, des travaux des sciences sociales. Si je vous dis les femmes appartiennent à la sphère domestique et les hommes à la sphère politique, vous me diriez que c'est a priori parce que les structures sociales les y ont déterminées, parce qu'on les a élevées ainsi. Et finalement, l'idée derrière, ce serait que c'est le résultat d'une construction sociale, c'est-à-dire de quelque chose de contingent, et que ça pourrait être autrement, que ce n'est pas lié, disons, à une différence de nature essentielle entre les femmes et les hommes qui serait indépassable, mais c'est plutôt le fait d'une convergence de facteurs sociaux, politiques, économiques, qui font que les trajectoires individuelles sont en fait déterminées par toute une structure sociale qui est supérieure aux individus, qui domine les individus. Voilà, donc vous n'y verriez pas une nécessité à cette répartition inégalitaire des genres, vous n'y verriez pas une nécessité naturelle et rationnelle. Vous ne diriez pas, il y a une différence de nature indépassable entre les hommes et les femmes, qui fait que les femmes sont nécessairement inférieures et réduites à la domesticité et à l'émotion, tandis que les hommes sont nécessairement capables de s'élever à la sphère politique et à la rationalité, du fait d'une différence de nature, d'une fait de différence dans leur capacité rationnelle, etc. Or, pour les philosophes dont nous avons parlé la dernière fois, si, c'est tout à fait le cas. On a un modèle qui est globalement, on va dire, naturaliste ou essentialiste. Ce sont des hommes qui, dans les discours, des termes, pardon, qui dans les discours actuels sont à peu près interchangeables. Naturalisme, ça va être de dire qu'il y a une nature qui détermine les trajectoires individuelles. Essentialisme, c'est de dire que, en gros, que ces trajectoires-là sont dictées par une essence propre aux individus qui se déploie de cette façon, mais c'est quelque chose qui est sous-jacent mais propre aux individus. Par exemple, par opposition à l'existentialisme, qui dirait qu'en fait les trajectoires ne sont pas prédéterminées par quelque chose de sous-jacent comme une essence, mais par tout simplement des trajectoires de vie, des rencontres, des résistances sociales, etc. Voilà, donc en fait, ce sur quoi j'aimerais assister un peu, c'est que dire de ces philosophes dont nous avons parlé qui sont essentialistes ou naturalistes, c'est pas forcément en soi péjoratif. Il y a une vraie différence dans nos catégories de pensée qui est due à l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire que, grosso modo, pendant très longtemps, quand on fait de la métaphysique, on étudie l'âme, et quand on fait de la philosophie, on va parler de rationalité. Il y a cette idée que la rationalité est la distinction, la détermination propre de l'être humain. Et donc, ça amène, d'une certaine façon, la philosophie à faire de la rationalité sa pierre de touche, son apogée, c'est vraiment la caractéristique et la vertu ultime parce qu'elle est proprement humaine. Et ça devient en quelque sorte une espèce de critère absolument supérieur. Et tout est nécessité par rapport à la rationalité. Si donc on a une exclusion disons, un certain groupe d'individus par rapport au pouvoir ou même au savoir, cette exclusion doit être nécessitée par le fait que cet individu serait moins prompt à la rationalité. On va dire que certains êtres, en fait, sont moins rationnels que d'autres et que c'est pour cela qu'ils sont exclus. Voilà, donc je parle de critique féministe dans mon cours en général parce que disons que c'est l'angle que je choisis d'aborder parce qu'il est assez parlant et assez facile à prendre en considération. Mais je vais insister sur le fait que cette possibilité critique est héritière de tout un cheminement philosophique
grâce au progrès tout à fait disruptif des sciences sociales, de la sociologie et du féminisme à proprement parler, et que on peut aujourd'hui être attentif euh, avec un premier angle critique à des questions de l'universalisme et de la norme, de l'essentialisme et du constructivisme, de la nécessité et du contingent, d'une façon qui n'était absolument pas possible à l'époque de ces auteurs. Et Hegel lui-même, c'est quelque chose dont il était relativement conscient. C'est quelqu'un qui a bien dit que le philosophe ne pouvait pas sauter par-dessus son temps, que le développement de l'esprit est un processus historique. Et donc, il y a une certaine, disons, relativité du discours de ces philosophes qui leur est pas à 100% imputable, mais que, à l'égard des progrès de la philosophie, aujourd'hui, on est capable de déceler. Euh, donc, ça repose déjà sur le développement des sciences sociales, qui sont historiquement en fait issues de la philosophie, mais un peu justement, comment dire cela, presque en pied de nez à la philosophie, en rejet de la philosophie. La trajectoire individuelle des fondateurs de la science sociologique, ça va être notamment Durkheim, également Lévi-Strauss. Ce sont des gens Bourdieu également, évidemment. Ce sont des gens qui sont issus de la philosophie, qui ont eu une formation académique en philosophie et qu'on en a eu marre. Mais justement, du fait de l'aspiration de la philosophie à la rationalité et à l'universalisme. C'est-à-dire qu'on part du principe que la rationalité, c'est quelque chose qui parle à tout le monde et que certaines valeurs sont universelles, qu'il y a un universel humain euh, au-delà de toute contingence culturelle ou sociale, et que cet universel-là, c'est en fait tout ce qui fait appel à la pure rationalité. Et donc, à cette période-là, il y en a qui se sont dit, mais en fait, je ne crois pas que ce soit si pertinent que cela. Et donc, qui, notamment par le biais de l'anthropologie ou de l'ethnologie, selon les termes de l'époque, euh, vont se confronter à un certain relativisme d'abord. Euh, donc on a des gens, notamment Lévi-Strauss, c'est un peu ce qui a dirigé son écriture, qui partent voir ailleurs ce qui se passe et qui, en gros, remarquent que ces catégories-là de la rationalité abstraite, c'est pas du tout quelque chose d'universel, que c'est en fait quelque chose d'assez européen et que dans d'autres cultures, la rationalité, en quelque sorte, s'exprime pas pareil, s'exprime par exemple pas forcément aussi abstraitement. Euh, et donc, dans le cas du genre, par exemple, on a un relativisme, y compris pour le genre. Déjà, évidemment, dans la répartition des structures sociales, même si dans des sociétés matriarcales, il y en a, mais il y en a peu. Honnêtement, la tendance est quand même plutôt dans des sociétés asymétriques, ce qui est souvent le cas des sociétés, hein, c'est des organisations quand même de pouvoir hiérarchique. La tendance est quand même plutôt à la domination masculine, mais bon, il y a quelques sociétés matriarcales, il y a des sociétés qui vont mettre le savoir plutôt du côté des femmes, le pouvoir plutôt du côté des hommes, par exemple. Et même, il y a des sociétés dans lesquelles le genre est pas si binaire que ça. On peut avoir des catégories assez flottantes, des personnages enfin des individus qui passent un peu d'une catégorie à l'autre, ou on a même carrément des catégories tierces. Je sais que par exemple à Hawaï, il y a un troisième genre, qui est celui des personnes qui ont à la fois un esprit mâle et un esprit femelle en eux. Et c'est aussi, il y a un ouvrage qui s'appelle Le panier et la lance, je crois. Il faudrait que je retrouve de qui je vais chercher, tiens. Euh, qui s'intéresse à la façon dont les gens passent d'une catégorie à une autre et où en fait ce sont plutôt des objets qui sont associés, des objets et des pratiques évidemment liées à ces objets qui sont associés au genre. Donc
On va retrouver, c'est quelque chose que travaillent par exemple beaucoup d'auteurs, hein, même des auteurs de fiction comme Ursula Le Guin, l'idée que ce qui relève du récipient serait féminin, ce qui relève de l'arme serait masculin. Et en fait, toutes les pratiques qui sont liées à ces objets polarisent les gens entre le masculin et le féminin. Il y a des cultures où on a des hommes qui prennent les paniers et qui, ce faisant, ne sont plus hommes, qui passent dans autre chose. Donc voilà, donc il y a déjà, disons, cette rencontre de l'autre. Il faut que je retrouve le bouquin. Promis, c'est un vrai exemple. Alors, Enfin, bon, avec la vitesse de mon internet, on est encore là demain, je crois. Oups. Je suis pas sûre. Est-ce que c'est Descola? Je crois pas. Je dois l'avoir quelque part dans des notes. Alors. Hum, 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 hum. Essayer de retrouver des informations dans des fiches qui ont plusieurs années, c'est un peu difficile. Pas être là. Non, je pense pas que ce soit dans Marcel Mauss. Est-ce que ma page internet a chargé? Non. Ah! Bon, au pire, je vous enverrai ça par mail. Euh, Bon, pas bien grave. Mais voilà, donc l'idée, c'est que globalement, déjà, le prisme de l'universalisme se trouve contredit par le développement des études anthropologiques, des études ethnologiques, qui montrent que la répartition des structures de pouvoir, d'inclusion et d'exclusion varie selon les organisations sociales, que même s'il y en a toujours, elles prennent des formes très différentes. Ça, c'est par exemple l'héritage du travail de Lévi-Strauss sur les structures de la parenté. Lévi-Strauss est assez connu pour son travail sur les questions donc de ce qui constitue une famille dans un groupe social, et notamment sur la question des relations sexuelles entre membres d'un groupe social et membres d'une famille. En fait, dans ses études, il se trouve face à une contradiction qui remet en cause pour lui le spectre un peu de la rationalité universelle, disons des valeurs universelles, c'est-à-dire que il constate qu'il y a un tabou social qui est toujours présent, qui est celui de l'inceste. Il y a des relations sexuelles qui sont interdites dans toutes les sociétés. Par contre, ce ne sont pas les mêmes qui sont toujours interdites. C'est-à-dire que ce qu'il voit, c'est qu'on a à la fois quelque chose qui relève de l'universel, puisque c'est là, quelle que soit la culture, mais qu'en même temps, ce n'est pas un universel naturel, ce n'est pas un universel biologique, parce que les formes des relations changent de culture en culture. C'est-à-dire qu'il y a des cultures dans lesquelles, par exemple, ce serait une relation, disons, père-fille qui serait interdite. Dans d'autres, ce serait davantage une relation oncle-fille. Euh, Parce que les structures familiales sont très différentes. On va, par exemple, avoir des relations de pouvoir qui vont se transmettre davantage par des relations fraternelles que par des relations linéaires. Donc dans ce cas-là, la relation interdite change.
C'est là qu'il se dit, OK, on a un tabou qui n'est pas biologique, qui est en fait social, et on a un universel social, mais dont les formes ne sont pas fixes. Euh, donc ça, déjà, ça permet une première sortie, en fait, assez forte de l'idée de l'universalisme et de l'essentialisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout réduire au naturel, on ne peut pas tout réduire à l'essence, et visiblement, dans les constructions sociales, les différences de relations de hiérarchie sont si fortes que pour des questions aussi primordiales que celles de la relation sexuelle et de l'inceste, on a des différences. Ce qu'il constate, c'est que ce qui compte en fait dans ces relations-là, c'est le dessin de ce qui est à l'intérieur de la famille et ce qui est à l'extérieur de la famille. Quelle que soit la façon dont on définit la famille, il faut sortir de la famille. Là, les relations sont autorisées. Donc en fait, ça pousse à l'exogamie et non l'endogamie. Donc l'endogamie, c'est la reproduction au sein du cercle familial. Et ça, c'est interdit. Et l'exogamie, au contraire, c'est encouragé. Mais c'est pas tout à fait sur un fondement biologique que ça se pose, c'est aussi en immense partie sur un fondement social et sur différentes relations familiales. Voilà, donc à partir de ce travail-là, qui vraiment balaye l'universalisme, on a le dessin d'un nouveau champ académique, qui est celui des sciences sociales, au sens large. Donc c'est un champ relativement nouveau, puisque ça date du début du XXe siècle. Et à partir de là, donc déjà de la remise en question de l'universalisme et du fait d'avoir décelé que dans les sociétés, on a des questions de structure, qui sont donc des formes de relations qui sont déterminantes dans la construction même mentale des individus. C'est-à-dire qu'un individu se définit par rapport à la structure sociale particulière dont il est issu. Il se définit jusque même dans son individualité, c'est-à-dire que ce soit son expression de genre, sa famille, ses valeurs, ses identifications spirituelles, etc. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a mis par terre l'universalisme et décelé l'existence de structures sociales, on arrive à, depuis ce structuralisme-là, à des questions donc de constructivisme, qui est l'idée que justement on est sorti du naturalisme et on part du principe que les individus sont construits, notamment par l'influence extérieure, que ce soit l'éducation des parents, la confrontation à la société, à leur père, l'école, etc. Et que c'est ça qui, en quelque sorte, aura modelé l'individualité de quelqu'un, et que ce n'est pas une essence qui s'exprime à travers cette personne comme un développement, mais que c'est aussi tout simplement cette façon d'être modulée par les relations sociales qui entourent l'existence de l'individu. Donc ça mène à vraiment le développement de la science sociologique. Donc là, on peut penser à Bourdieu, qui est évidemment quelqu'un qui a eu une influence considérable dans le développement de la sociologie. Et les écrits de Bourdieu, on en parle encore beaucoup, tout simplement parce que ça a vraiment remis en cause beaucoup de choses dans ce dont on pensait être, disons, la façon dont un individu, par exemple, progresse dans la société parce que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui a une propension naturelle à la rationalité. Ce que montre Bourdieu, c'est qu'en fait, c'est pas ça qui se passe. La trajectoire individuelle n'est pas pure, elle n'est pas abstraite, elle est déterminée par des relations sociales. Et donc, c'est quelqu'un qui a développé des idées qui aujourd'hui sont omniprésentes, hein, qui sont celles de déterminisme social, de distinction sociale. Euh, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de déterminisme social, y compris en se référant à Bourdieu, on ne dit pas parce que tes parents sont ouvriers, tu seras ouvrier, parce que tes parents sont bourgeois, tu seras bourgeois, etc. C'est pas forcément ça qui se passe. C'est juste que tout simplement, on ne peut pas prendre les individus in abstracto
et partir du principe qu'ils ont reçu la même éducation, qu'ils ont eu les mêmes armes ou que la société les accueillera pareil. Euh, Bourdieu a fait beaucoup a eu beaucoup d'influence, notamment en montrant que la culture académique notamment, n'était pas quelque chose de neutre du tout, mais quelque chose de socialement déterminé, et socialement déterminé par une classe sociale dominante qui, résultat, en quelque sorte, reconnaît les siens. C'est l'idée de la culture bourgeoise et du fait qu'en fait la culture académique est bourgeoise et qu'on va considérer comme un culte des gens qui expriment tout simplement une culture différente. Ce que Bourdieu appelle la culture populaire. Ça peut prendre plein de formes, des formes aussi bêtes que par exemple celle d'un accent ou d'une certaine façon de parler. Je sais très bien que pour passer les oraux de l'école normale supérieure, il y a des gens qui font en sorte de perdre leur accent. Parce qu'ils pensent avoir un accent trop provincial pour passer les oraux. Et ce sont des réalités qui donc s'expriment dans la trajectoire des individus. Et ça a été un gros coup de pied dans la fourmilière pour l'académie, évidemment, puisque c'est assez dur de prendre un canon académique et de se dire que ce canon peut-être est en fait relatif, que les œuvres ont une valeur intrinsèque qui est peut-être à relativiser. Il y a eu plein d'écrits super intéressants sur cette question de la relativité de la culture, ensuite, qui font suite à Bourdieu, et c'est vraiment passionnant. C'est un débat sur lequel moi-même, hein, je suis pas très bien située du tout parce que j'aime beaucoup la réponse que Daniel Salnave a fait à Bourdieu en disant non, c'est pas vrai, tout ne se vaut pas, on peut pas dire n'importe quoi. Mais en même temps, je pense que c'est vrai aussi de dire que bah, il y a des vraies dynamiques sociales derrière même les productions culturelles, comment disons l'opéra qui était quelque chose d'extrêmement populaire en Italie au XIXe siècle est devenu pour nous maintenant vraiment l'exemple de la culture bourgeoise. Et on se dit c'est intéressant comment des dynamiques sociales on préempte la culture en quelque sorte et que résultat ça va transparaître même dans des choses où on se dit la culture quand on est un peu conscient quoi c'est l'universel, c'est le beau pur rationnel et Bourdieu qui arrive et qui dit non non c'est l'expression aussi d'une distinction de classe. Ça peut faire un peu mal aux philosophes qui a fait beaucoup d'esthétique, euh, mais en tout cas c'est très intéressant de d'avoir ce regard critique ensuite de se dire mais peut-être que on dévalorise des formes d'expression culturelle parce que selon nous, elles appartiennent à des classes sociales qu'on va juger populaires, tandis qu'on va valoriser des formes d'expression culturelle qui sont jugées bourgeoises, tout simplement dans une forme de reproduction en fait de la hiérarchie sociale et des dynamiques sociales qui nous entourent. Et avec la rationalité, c'est un peu la même chose. C'est plus simple de le comprendre par le biais de la culture. Donc, comme on parlait de vertu politique, tout ce travail-là des sciences sociales qui nous permettent de prendre en considération le fait que parfois même nos goûts individuels, qu'on peut penser être les choses qui nous sont le plus propres, sont en fait aussi le fruit de l'influence de dynamiques sociales que des fois on n'intellectualise pas du tout, dont on n'a que très peu conscience. Euh, donc ça permet de mettre en lumière ça, l'idée que peut-être qu'il y a de la reproduction sociale en nous, là on l'avait pas vu, et où ce qu'on pouvait penser être universel, abstrait et universellement valorisé ou beau, en fait il y a peut-être aussi là-dedans une part de renforcement des dynamiques sociales. Donc c'est exactement ce qu'on a vu quand on parlait du politique, que dans la valorisation des vertus politique rationnelle du droit abstrait, etc., il y avait peut-être aussi un renforcement des dynamiques sociales d'exclusion du féminin et de valorisation du masculin. Euh, ces critiques-là sont aussi dues à la suite des sciences sociales, ou disons en même temps, un peu main dans la main, euh,
au développement en philosophie aussi de la notion de norme et de la question du normal. Euh, donc c'est une notion qui a été portée à l'origine par Canguilhem, mais qui a majoritairement quand même été popularisée par les travaux de Michel Foucault, qui propose une lecture absolument passionnante de l'histoire, l'histoire de l'art notamment, sous l'angle de la norme, alors il y a beaucoup de termes très compliqués, euh, mais en gros, ce qui montre, c'est que les catégories de pensée, même comme la science, dépendent en fait de façons de voir le monde qui sont propres à des époques et qui peuvent être rompues du tout au tout d'un jour à l'autre. Par exemple, il analyse la médecine de la Renaissance comme étant en fait une science de la ressemblance, de presque allégorique. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir l'idée que des plantes qui étaient bonnes pour la vue étaient des plantes qui avaient une forme Dieu. Et nous, ça nous paraît complètement stupide. Euh, mais il se trouve qu'il y a vraiment toute une science et toute une médecine, dans une certaine façon fonctionnelle, qui se base là-dessus. Et en fait, c'est juste pas du tout la même façon de penser. Et, euh, et donc, ce qui intéresse Foucault ensuite, c'est comment ces structures de pensée, ces structures de relation au monde, qu'il appelle des épistémés, construisent en fait tout un ensemble de normes, de façons dont on considère le monde. Et donc, en fait, aujourd'hui, on peut tout à fait comprendre que quelque chose relève de la norme et pas du tout d'une vérité naturelle ou d'une vérité universelle, mais qu'il s'agit en fait d'une norme. Donc norme, c'est pas seulement, disons, une règle relative à une culture, c'est plus fort que ça. La norme, ça construit les individus. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre des exemples encore super stupides par rapport aux termes que j'emploie, mais disons, on pourrait avoir une règle comme, par exemple, dans la maison de mes parents, on porte pas de chaussures, mais je sais que dans la maison de mon ami, ils rentrent avec leurs chaussures. Il n'y a rien là-dedans qui va me choquer. Je comprends parfaitement le fait que ce soit une règle et qu'elle soit relative. La norme, ça construit complètement les gens. Donc c'est ce que, par exemple, on trouve dans le fait d'avoir un monde hétéronormé, c'est-à-dire que la, la divergence par rapport à la norme nous semble être quelque chose de presque monstrueux, de presque anormal. On va parler de maladie, par exemple. En fait, c'est pas ça, c'est juste quelque chose de différent qui ne rentre pas dans la norme. Mais la norme nous construit à ce point que nous pensons vraiment en termes de divergence euh, maladive ou monstrueuse et non tout simplement en termes de simples différences relatives comme je mets mes chaussures dans une maison et pas dans l'autre. Donc voilà, la norme, c'est vraiment très fort. Ça a construit complètement des catégories de pensée. Et donc, le travail de Foucault qui montre que en fait les normes sont absolument partout et que c'est peut-être ce qui fonde même le fait qu'on puisse parler de structure sociale, d'institution sociale. C'est un peu la blague avec Foucault, c'est dans les mêmes, c'est de dire l'école est une prison, la prison est une prison, la société est une prison, etc. Je sais pas si vous en avez déjà vu. C'est un peu comme ça qu'on le caricature. Mais parce que ces textes sont assez compliqués et qu'ils se basent notamment sur une analogie avec un système carcéral imaginé par Bentham. Mais c'est l'idée qu'en fait, la société, c'est des trucs de gens qui s'observent tout le temps les uns les autres et qui vérifient qu'ils répondent aux normes qu'ils se sont à eux-mêmes imposées. Et en fait, c'est ça. Une institution sociale, c'est un ensemble de normes avec un système de surveillance omniprésent, mais qui est celui du regard social qu'on se porte et du jugement social qu'on va se porter les uns sur les autres. Euh, et donc, une fois que
j'ai dit tout ça, on voit très bien pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on peut lire Hegel et Aristote et être complètement choqué de ce qui est écrit, par exemple, dans Aristote, où la justification pour le fait que les femmes n'aient pas carrière politique, soit le fait qu'elles n'aient pas d'autorité. On se dit, mais c'est dit tout à fait sans fondement, c'est une simple différence sociale. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu tout cet héritage-là qui nous permet désormais de penser en relativisme social, en dynamique sociale, de comprendre ce qu'est une norme et de comprendre que Aristote, dans ce passage-là, pense, en fait, ne peut pas sortir de la norme de son temps, que ça a complètement catégorisé sa pensée au point de mener à cette justification de l'exclusion du féminin par un argument essentialiste, par un argument naturel. Euh, et ces questions-là ont traversé de façon très complexe et récurrente le féminisme lui-même. Le féminisme, c'est un mot valise pour décrire plein de mouvements. Et il ne faut pas croire que le féminisme soit quelque chose d'unifié ou que tous les féministes soient d'accord entre eux. Pas du tout, vraiment loin de là. Et il y a des débats assez constants sur cette question-là, qui est celle du constructivisme ou de l'essentialisme. On a eu voilà, faut pas croire que le féminisme constructiviste, je vais appeler ça comme ça, il y aura le féminisme constructiviste, le féminisme essentialiste. C'est un peu caricatural, mais bon, ça fonctionne. Donc, faut pas croire que le féminisme constructiviste soit plus récent, tout simplement parce que le développement d'une vision constructiviste s'est fait au cours du XXe siècle et qu'au début du XXe siècle, on n'aurait eu que des féministes essentialistes, mais que maintenant c'est vu comme quelque chose de dépassé. C'est pas le cas du tout. Simone de Beauvoir, avec la citation ultra connue On ne naît pas femme, on le devient, montre bien qu'on est déjà dans une vision tout à fait constructiviste et pas essentialiste du tout. Cette citation-là, ça veut bien dire que la femme, la féminité, ce n'est pas une essence première naturelle, mais qu'il s'agit en fait d'un rôle, d'une catégorie sociale à laquelle on a éduqué les jeunes filles et à laquelle on assigne les jeunes filles. C'est-à-dire, on devient femme comme on endosse un rôle. C'est aussi, si ça vous intéresse, c'est allié aussi aux écrits de Jean-Paul Sartre à la même époque, dont Simone de Beauvoir était très proche, qui a écrit un texte assez connu sur le garçon de café, où il dit le garçon de café, en fait, c'est quelqu'un qui joue au garçon de café. Tout le temps, il met son habit et d'un coup, en gros, il devient un connard. Euh, Et en fait, c'est parce qu'il joue un rôle. Il imagine que c'est cela qu'un garçon de café doit être. Ça doit être quelqu'un d'un peu strict, qui prend les commandes, qui est un peu dédaigneux ou quoi. C'est un peu la caricature du garçon de café parisien, puisque Sartre traînait dans les cafés parisiens. Euh, et donc, il se dit, c'est ça un garçon de café, c'est ce que je dois être quand je mets mon costume de garçon de café. Et il dit c'est ça qu'on fait dans la vie tout le temps, c'est imaginer quel rôle on doit être et jouer un rôle. Et il faut comprendre que c'est pas si sérieux que ça, que c'est juste un rôle qu'on joue. Sinon, on fait preuve de mauvaise foi si on pense être vraiment le garçon de café. En fait, non, c'est juste une farce. Et être femme, d'une certaine façon, c'est un peu ça. Sauf qu'évidemment, c'est quelque chose auquel on a éduqué les femmes depuis toute petite. Donc là, on est dans ce que Sartre appellerait la mauvaise foi, c'est-à-dire on est incapable de comprendre que c'est un rôle auquel on nous a assigné, que c'est une simple catégorie sociale qu'on joue en se disant qu'est-ce qu'être femme? Ah, c'est ça, donc je dois faire cela pour montrer que je suis femme, etc., etc. Voilà, donc on a ici cette idée qu'en fait la reconnaissance de vertus féminines, d'une expression féminine, etc., c'est une certaine forme de conformisme à des normes sociales qui sont en fait arbitraires, que ce conformisme soit voulu ou aussi d'une certaine façon subi du fait de tout un tas de dynamiques et de déterminations sociales qu'on n'a pas forcément conscientisées. Euh, mais aussi, ça c'était pour montrer que le constructivisme dans le féminisme, c'est une position qui est vraiment
vient même des débuts du féminisme. Euh, mais on a aussi un essentialisme et un discours très essentialiste dans le féminisme qui, jusqu'à aujourd'hui, est assez puissant. Euh, donc, que je vais essayer de défendre dans un premier temps, assez rapidement. Je ne suis pas essentialiste, voilà, désolée. Euh, mais faut voir que quand on prend aussi le féminisme comme une lutte politique, comme une question parfois vitale, expérimentée à la première personne de défense des droits des femmes, voire bon, de la vie des femmes, hein, soyons francs, on peut avoir des stratégies qui sont essentialistes, qui vont chercher en fait à promouvoir le féminin, à revaloriser les femmes. Et pour ça, il faut se mettre d'accord sur certaines caractéristiques, sur certaines idées du féminin qu'on va chercher à mettre en avant. C'est-à-dire, je cherche des exemples. Mais par exemple, oui, des gens qui défendent, par exemple, l'empathie des femmes comme étant en fait une valeur à mettre à la même échelle que la propension qu'on peut valoriser chez les hommes à la conviction, au débat. Euh, et voilà, donc on pourrait dire les femmes sont du côté de l'émotion, sont du côté de l'empathie, mais l'émotion c'est fort, l'empathie c'est fort. C'est des discours qu'on entend. Euh, on peut avoir aussi dans une certaine mesure, un essentialisme qui est le résultat du constat assez simple et quotidien que selon si on est un homme ou si on est une femme, on n'a pas du tout les mêmes expériences et que cela crée forcément en effet une polarisation. On peut avoir envie d'être dans un truc pas tout à fait essentialiste, mais pas tout à fait constructiviste non plus, qui est de dire que en fait, vu à quel point nos vies sont différentes selon qu'on soit considéré comme une femme ou comme un homme, euh, on ne peut pas se limiter à dire nous ne sommes que le fruit de dynamiques sociales. C'est non, il y a une expérience de être femme qui est à ce point différente que en fait, il faut parler de ça précisément. Euh, et ça peut amener à un certain essentialisme ou une certaine réduction. La femme, c'est ça, parce que dans son expérience, c'est ça. Ça va être, je sais pas, l'expérience de la maternité, l'expérience du harcèlement sexuel, pour le côté plus négatif. Euh, et donc, voilà, ça peut pousser aussi à un certain essentialisme, puisqu'il y a un moment où, dans le discours militant, proprement parler, et pas forcément le discours théorique, euh, il peut être enfin, il peut être tout à fait essentiel d'insister sur ces expériences-là et sur les différences d'expérience, sur les différences de traitement dans les différences de vie entre les gens. Euh, voilà, donc ce sur quoi je veux vraiment insister ici, c'est que le débat entre constructivisme et essentialisme est vraiment récurrent dans le féminisme, que c'est un débat qui divise encore aujourd'hui les féministes. Je ne sais pas à quel point vous êtes familière avec les chicanes entre différents mouvements, mais vraiment très, c'est assez épuisant. Mais quand on rentre dans des questions, notamment de est-ce qu'on fait du féminisme intersectionnel ou pas, là on voit à quel point ce débat est encore très présent. Euh, Est-ce que tu as une question? J'ai l'impression que tu fais le mou. Non, ok, super. Parce que je me suis dit peut-être je suis pas très claire, je sais pas. Euh, mais donc oui, parce que quand on rentre dans la question qui fait un peu peur, qui est celle de l'intersectionnalité, on voit très bien à quel point ce débat est fort et à quel point même dans le féminisme parfois le plus radical, hein, euh, le retour à l'idée qu'il y a une nature féminine, qu'il y a un éternel féminin et que cet éternel féminin est à protéger, à défendre et à valoriser, peut être très important pour certaines militants, enfin pour certaines militantes et y compris des fois, enfin des militantes qui, par exemple, ont vécu des traumatismes. On voit bien que l'idée d'avoir une naissance
c'est rassurant et ça permet d'orienter la lutte aussi de façon assez puissante, assez forte. C'est ce qu'on peut appeler les TERF, qui sont des gens qui vont avoir comme ça une vision assez essentialiste du féminin. Donc les TERF, c'est des féministes radicales qui excluent de leur lutte les personnes transgenres, en disant que non, enfin, qui vont voir ça en fait un peu comme une menace euh, envers les femmes parce qu'elles le considèrent comme étant une menace envers le féminin lui-même qu'elles essentialisent. Euh, donc dès qu'on commence à rentrer dans des questions intersectionnelles où on juxtapose à la fois la question féministe et des questions LGBT+, on est obligé d'être un peu plus constructiviste en fait parce que si, si on si on déconstruit pas un petit peu le genre, on peut pas vraiment être intersectionnel avec les questions LGBT. Mais il y a un féminisme radical qui est tout à fait dans la défense d'une idée du féminin et des valeurs féminines, en fait. Donc c'est comme quand, disons, pour la philosophie politique, je vous disais la dernière fois que on a eu l'idée que les femmes étaient plutôt du côté de l'émotion, plutôt du côté de la foi, de l'empathie. Donc en fait, il s'agirait de valoriser ces vertus-là, comme disant, ok, ce sont des vertus féminines, mais elles sont complémentaires, tout aussi fortes que les vertus masculines. Donc ça pousse à un certain essentialisme, qui n'est pas forcément 100% à jeter, hein. Enfin, c'est intéressant de valoriser ces vertus-là, il faut juste être conscient aussi de quand est-ce qu'on peut-être on serait un peu trop naturaliste ou un peu trop essentialiste dans la défense de ces vertus. Euh, voilà, donc résultat, les critiques qui sont issues de toute cette historique-là, donc celui des sciences sociales et celui du féminisme lui-même à proprement parler, amènent globalement à sortir de l'idée d'un universalisme abstrait pour montrer qu'en fait, derrière l'universalisme tel qu'il a pu être défendre dans la philosophie politique, dans la philosophie d'Aristote et la philosophie de Hegel, se cache en fait une norme, qui est tout simplement la norme de la domination masculine. L'idée principale, donc, est celle que la défense par la philosophie d'idéaux rationnels, de vertus universelles, etc., de vertus politiques, sont en fait très marquées par un contexte culturel, qui est en l'occurrence celui de la domination masculine, ou disons celui de la valorisation du masculin et de l'exclusion du féminin. L'élection des vertus politiques sous le critère de la rationalité universelle que propose la philosophie politique se heurte à cette critique qui remet justement en cause cet universalisme. C'est-à-dire que au lieu de dire que c'est quelque chose d'universel, on va dire qu'en fait c'est quelque chose de normatif. On va justifier dans l'héritage de cette philosophie-là, c'est pour ça que les travaux des sciences sociales et les travaux de Bourdieu ont pu être un peu mal reçus par la philosophie et que certaines personnes vont considérer l'histoire des sciences sociales comme celle d'un conflit frontal avec la philosophie. C'est parce que il y a cette idée que en philosophie, on va justifier comme abstraitement nécessité des universaux qui en fait ne sont pas des universaux. Ce sont des valeurs qui se sont construites au travers d'un prisme, une espèce de miroir déformant, qui est celui de la domination masculine, y compris, enfin, et a fortiori même dans la sphère politique. Dans ce cadre, des vertus ou des idées qui étaient vues comme les plus rationnelles, c'est-à-dire les meilleures, reposent sur une idée faussée de la rationalité qui, dès l'origine, en exclut le féminin. On a une féminité rejetée du côté de l'émotion, du désir, du charnel et finalement de l'inférieur, tandis que des traits qui sont socialement plutôt exprimés par les hommes sont considérés comme l'expression en fait de leur rationalité, de l'esprit, de l'abstraction de la pensée et de leur vertu morale. On a en gros cette construction d'un cercle vicieux parce que les femmes sont en position d'infériorité sociale, elles sont confinées à des tâches inférieures, et parce qu'elles ne peuvent manifester que des choses dévalorisées, alors on justifie leur dévalorisation. C'est-à-dire, si vous pouvez exprimer que des choses dévalorisées, on va dire que vous êtes stupide.
et résultat, on a raison de vous exclure. Voilà, dit comme ça, c'est plus clair. Et en fait, on a des traits, des, des manifestations de pensée ou quoi, qui, parce qu'ils sont associés à l'émotion, au corps, et que l'émotion et le corps sont considérés comme inférieurs, que ce soit religieusement parce que impurs, ou même rationnellement parce que peu intéressant, il y a ce côté que la sensibilité charnelle, ça n'a pas de valeur par rapport à la pensée abstraite, à la pensée pure. Euh, ces arguments-là servent à justifier l'infériorité des femmes, l'infériorité sociale et politique, euh, parce qu'en fait, ce sont des traits qui leur sont socialement appliqués. Donc on voit bien comment ici les dynamiques sociales ont tendance à s'auto-reproduire et comment la philosophie, y compris politique, a pu se trouver être l'instrument de ces dynamiques sociales-là. Donc dans certains textes, c'était le cas de celui d'Aristote en particulier, les femmes sont vues en somme comme étant des êtres rationnels attardés, des êtres proto-rationnels ou sous-rationnels ou irrationnels, selon à quel point on veut aller dans la dévalorisation. Et donc, il serait légitime de les exclure du droit abstrait, puisque de toute façon, elles sont considérées comme incapables de droit abstrait, et de les restreindre, par exemple, à la domesticité, à l'émotion, aux soins empathiques. Des questions de travail émotionnel, par exemple, c'est quelque chose sur lequel le féminisme travaille pas mal en ce moment, qui est le fait que les femmes sont celles qui prennent en charge le travail émotionnel dans le couple ou dans la famille. Et donc, voilà, on a cette dynamique circulaire-là, qui est en fait celle d'un conditionnement social qui aura légitimé une certaine exclusion philosophique, une valorisation en fait de ce qui était déjà valorisé socialement comme étant valorisable philosophiquement, rationnellement, abstraitement. Euh, Voilà, donc ce qui ressort en fait de ces critiques-là, c'est d'avoir mis en évidence le fait que la construction d'une théorie politique dans laquelle la vertu politique est égale à des vertus rationnelles de justice, de courage, de sagesse, de tempérance, etc., crée de fait une équivalence entre vertu politique et vertu masculine parce que les individus, dans le cadre d'une société genrée inégalitaire qui exprime ces vertus-là, qui ont été conditionnés à exprimer ces vertus-là, sont en fait des hommes et on va réprimer l'expression de ces vertus-là socialement lorsque ce sont des femmes qui auraient envie de les exprimer. Voilà, donc pareillement, les individus femmes ont été encouragés à exprimer des vertus qui sont l'empathie, la foi, la patience, quoi d'autre? Ouais, c'est ça. Souvent la patience et l'empathie, globalement. Voilà, qui sont des vertus qui sont en fait déconsidérées, vues comme à peine rationnelles et finalement comme à peine vertueuses. Voilà, donc ça nous amène à faire un retour ici sur notamment le travail de Carol Gilligan, donc qui s'est attachée, qui fait partie, disons, des premières théoriciennes du Caire. Et elle s'est attachée à montrer comment est-ce que la répartition entre droit abstrait et Caire, qui est un terme assez vaste, mais qui relève en gros du soin comme une éthique et une politique quotidienne. Comment cette répartition-là, entre d'un côté, disons, la justice et le soin, est en fait tout à fait genrée. Ouais, que donc, puisque le soin est considéré comme inférieur, on retrouvait cette même dynamique circulaire que je viens de décrire. Voilà, donc ça, c'est ce que la critique féministe, globalement, a souligné. C'est que la théorie politique, les théories philosophiques, en fait, souffraient de ce cercle vicieux-là, qui est lié au fait
qu'il existe en fait tout simplement des normes sociales et que une société n'est pas simplement une abstraction théorique, mais que la répartition des rôles est due à des dynamiques de pouvoir qui, en quelque sorte, déforment les constats du type les hommes sont plus propices au droit et les femmes sont plus propices aux soins. Euh, voilà. Face à cela, il y a évidemment des propositions qui sont faites. Et elles sont donc de deux sortes. D'abord, il s'agit de la proposition. Pourquoi il y a écrit que j'ai quitté la session alors que je suis là? Ok, Moi, je non, crois qu'en fait, mystère. t'avais un autre compte ouvert ou quelque chose comme ça. Et au bout d'une heure, comme tu avais des problèmes techniques, ils t'ont déconnecté automatiquement. D'accord. Hmm. Intéressant comme outil. Ok, bon, tant que ça fonctionne, c'est ok. Voilà, donc la première partie de cette fois, donc vraiment des propositions qui sont donc là, j'aborde deux pans de ce que la critique féministe a pu proposer pour la théorie politique elle-même, et qui sont vraiment des additions super intéressantes. Donc le premier pan, c'est de féminiser le politique. C'est la partie la plus évidente, et il s'agit en fait tout simplement de faire activement rentrer les femmes en politique. Pourquoi est-ce que je précise activement? Alors déjà parce que une fois qu'on a constaté l'exclusion telle que je viens de la décrire, et qu'on accepte le fait que, comme résultat d'une asymétrie dans les dynamiques sociales, les femmes ont tout simplement moins d'opportunités euh, pour rentrer dans le politique, parce que cette direction est moins valorisée pour elles, parce qu'il y a un a priori qui considère qu'elles n'en sont pas capables, parce que les dynamiques sociales ont tendance à se renforcer, etc. Donc c'est tout ce dont on a parlé par exemple avec Bourdieu sur le déterminisme social, la reproduction, etc. Voilà. Une fois qu'on a fait tous ces constats-là, euh, on ne peut pas se contenter en quelque sorte de dire ok, il faudrait qu'il y ait plus de femmes en politique. Il faut d'une certaine façon ici retrouver donc les questions déjà des luttes pour les droits des femmes, c'est-à-dire que le féminisme, faut pas croire que ça a été une lutte douce et tranquille, du tout. Donc quand je dis il s'agit de activement faire rentrer les femmes aux politiques, ça s'est fait assez violemment parfois. Il m'est arrivé avec un professeur de travail, j'avais eu un cours vachement bien hein, sur l'écoterrorisme. Et en fait, il disait que c'est une question hein, qui traverse les luttes écologiques de à quel point est-ce qu'on accepte ou pas de recourir à la violence. Euh, il disait par exemple le féminisme, ça a été des manifestations, etc. Puis les femmes ont obtenu le droit de vote. Et c'est un peu l'image qu'on a, c'est-à-dire les suffragettes dans les années 20, elles avaient des panneaux devant le Parlement et puis elles faisaient des discours. Et un jour, les femmes ont obtenu le droit de vote. Sauf que pas du tout. Il y a eu une frange ultra violente dans ce qu'on appelle la première vague féministe. Et quand je dis ultra violente, c'est des kidnappings et des attentats. Hein. Enfin, tu vois, des bombes. Je sais qu'il y a eu une bombe au Crystal Palace, par exemple. Et c'est quelque chose que historiquement, on a un peu mis sous le tapis, qu'on a un peu oublié. Mais voilà, donc féminiser le politique, ça a pu se faire vraiment sur le mode de la lutte. Et quand je dis la lutte, c'est pas que les affiches, quoi. Ça a pu se faire de façon assez violente. Mais bon, il y a eu le droit de vote. Non, enfin, c'est surtout pour dire que ça nécessite pas seulement des vœux pieux, mais aussi un certain militantisme, que ce soit la défense ou l'avancée des droits, que c'est une question et un débat, voire une lutte qui peut se reposer des fois dans certains pays, hein, où il peut arriver que les droits reculent. Euh, voilà, mais c'est aussi évidemment la question donc de l'affirmative action, qu'en français on traduit par discrimination positive, dans cette idée de activement
féminiser le politique. L'idée ici, avec la discrimination positive, c'est pas de mettre en place une discrimination à l'envers, mais en fait de constater l'existence d'une discrimination et de voir comment est-ce qu'on peut tout du moins l'effacer. Ça se fait de façon qu'on peut qualifier de un peu artificielle, de peut-être un peu radicale, disons par l'instauration de quotas. Mais l'avantage en fait ici, c'est qu'on rompt l'exclusion. Effectivement de façon artificielle et radicale, mais l'exclusion est véritablement rompue. C'est-à-dire que ça y est, si on met en place des quotas, par exemple, il y a autant de femmes que d'hommes en politique. Et ça donne l'occasion ensuite d'avoir des modèles, des représentations, et on suppose qu'une fois que ces représentations existent, la répartition s'équilibrera ensuite toute seule. Donc c'est ça l'idée de activement féminiser le politique, c'est de en fait prendre au départ des actions radicales, des actions qui ont l'inconvénient, il est vrai, de être un peu violente, un peu artificielle, de aussi susciter évidemment une certaine réaction. On peut critiquer le bien fondé de la discrimination positive, de dire que ça privilégie le genre à la compétence, par exemple, ça peut être des choses qu'on entend. Mais l'idée derrière ça, c'est que de toute façon, la discrimination existe et que si on ne fait pas les choses de façon artificielle, les dynamiques sociales risquent de se reproduire et donc la discrimination de se maintenir, en fait. Et c'est aussi l'idée que l'existence de modèles et de représentations suffit à inverser la tendance. Voilà. Et la deuxième partie, qui est celle qui m'intéresse un peu plus, c'est donc le fait de politiser le féminin. C'est la partie moins évidente, parce que féminiser le politique, ça se voit. C'est-à-dire, on peut compter le nombre de femmes mairesses en France, le nombre de femmes présidentes en France, c'est très rapide. Voilà, politiser le féminin, il s'agit cette fois vraiment de considérer donc ces valeurs-là qu'on a associées au féminin et de dire que ces valeurs sont politiques. Voilà, donc on va intégrer comme politique et valoriser des caractéristiques qui jusque-là étaient considérées comme inférieures, comme indignes du politique. Typiquement, il s'agit de reconnaître ces caractéristiques-là comme étant enfin des vertus et que ces vertus-là ont une portée politique. Ici, on a deux approches. Déjà, celle d'un courant féministe relativement récent, qui s'intéresse dans ses analyses sociales à l'angle systémique, qui quelque chose qui fait un peu hérisser le poil à certaines personnes comme étant le third wave feminism, qui est une forme de féminisme qui s'intéresse à ce qu'on appelle l'identity politics. Et en fait, c'est une forme de féminisme qui, en gros, va dire que tout est politique et que tout est politisé déjà. Que l'identité, que ce soit une identité, disons, ethnique, dans le cas, par exemple, où ces questions-là sont très vives, ça va être aux États-Unis et au Canada, par exemple, que ce soit votre identité de personnes issues de l'immigration, de personnes issues des populations aborigènes, de personnes blanches, etc., sont en fait déjà sujets aux politiques de votre gouvernement et à des débats politiques. Voilà, donc c'est ici de dire que l'existence des femmes est déjà une question politique. Qu'on aborde politiquement, par exemple, typiquement, la question du droit de vote, ça a été une question politique. La question de l'ouverture d'un compte bancaire, ça a été une question politique. La question du mariage, ça se règle en politique. Donc il y a toutes ces dimensions-là qui, en fait, se jouent sur la scène politique et dans des débats politiques. Et donc l'identity politique, c'est ça, c'est de dire qu'en fait l'existence des gens, du fait qu'on les ramène à une identité,
est politisé tout de suite. C'est pour les femmes, j'ai peut-être un peu plus de mal. Enfin, si, il y a la question de la contraception et de l'avortement qui montre très bien comment est-ce que ici le féminin est déjà politisé, puisque ce sont globalement les femmes qui prennent en charge la question de la contraception et que la question de l'avortement se trouve assez régulièrement sujet à des débats politiques. Donc, on voit ici comment est-ce que ces expériences de vie féminines sont en fait liées à des débats. Voilà, donc c'est donc politiquement que les femmes aussi peuvent être renvoyées à la domesticité. C'est la question des lois sur le travail, sur le congé parental par exemple, où la différence de congé parental montre très bien que politiquement, les femmes sont plutôt du côté de la famille et du domestique, tandis que politiquement, les hommes sont plutôt du côté du travail et de l'économie. Voilà, donc ici, il faut comprendre que cette politisation du féminin, c'est une question du fait de dire que le féminin est policé, c'est l'objet de politique publique. La deuxième approche qui se lie à ça, c'est celle vraiment de la reconnaissance et la valorisation sociale et économique de travaux, de méthodes et de valeurs qui sont considérés comme féminins. De dire qu'en fait, ces travaux-là, donc là je pense en fait à l'éthique du Caire, c'est ça que j'ai en arrière-plan dans ma tête, je le dis tout de suite comme ça c'est plus clair. C'est de dire que ces travaux-là sont en fait déjà fondamentaux pour la vie sociale. Le travail bénévole, associatif, communautaire ou domestique sont des travaux tout à fait essentiels à l'existence d'une vie sociale et économique d'une communauté, et ce sont des ferments sociaux essentiels au sens où ça crée du lien social. Il s'agit donc de reconnaître ce travail-là comme une voie politique et sociale complémentaire, essentielle, à, disons, le travail salarié économique ou au travail administratif politique. Et donc de les valoriser autant que le droit abstrait ou la politique administrative ou un emploi salarié, afin de briser la répartition genrée. L'idée ici, donc, de politiser le féminin, c'est de non seulement de dire que le féminin est déjà politique de façon un peu subie, mais aussi qu'il y a un vrai travail de valorisation à faire, et de valorisation y compris économique et sociale. C'est l'objet d'un super livre que j'ai lu concernant les robots. Donc bon, c'est un peu périphérique, mais l'auteur s'intéressait beaucoup au care, et il faut que je retrouve la référence avec mon ordi qui ne charge pas Internet. Donc je vais l'envoyer par mail. Je pense que ce sera plus simple, ou sinon faut que j'ouvre un programme alors que j'ai déjà 3 fenêtres ouvertes. Mon ordinateur va-t-il survivre? Je ne suis pas sûre. Bon, je retrouverai le titre et je l'enverrai. Et donc c'est un livre qui s'interroge sur les effets économiques et sur l'emploi de la robotisation. En gros, l'auteur part du principe que quelles que soient les simulations, il y aura une perte d'emploi. Qu'elle soit dramatique ou pas, il y en aura une. Ça veut dire que, étant donné qu'il y aurait moins d'emplois disponibles si l'on part du principe que la société jusqu'à un certain point sera robotisée, il y a un chômage qui devient structurel. Et qu'une voie pour éviter un effondrement social et la déprise totale des gens qui se retrouvent au chômage du fait de la robotisation de leur emploi, c'est en fait de valoriser des formes de travail qui ne sont pas l'emploi. Et de dire que ces formes de travail-là existent, que des théoriciens et théoriciennes du care en ont déjà amplement parlé, et donc il s'agit du travail domestique, du travail bénévole qu'on peut réaliser dans sa communauté. Alors c'est vrai que c'est quelque chose d'assez propre aux États-Unis, on a un peu moins ça en France, mais disons ce serait du travail associatif. Et qu'il n'y ait pas de raison en fait que cette chose qui prenne du temps, de l'énergie, des compétences ne soit pas valorisée comme un emploi, et que cela pourrait permettre d'ailleurs de compenser dans une certaine mesure la perte d'emploi salarié. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse ici, c'est cette idée de valoriser ce qui est considéré comme
féminin comme peu important, en fait. Par exemple, le travail domestique. C'est de dire, mais non, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, donc un congé parental, peut-être bien qu'il faut le rallonger parce que le travail domestique, c'est pas rien, que c'est assez lourd à porter seul. Voire même une valorisation économique au sens où on pourrait envisager potentiellement un aménagement des horaires de travail pour permettre l'existence de ce travail-là, que ce soit le travail domestique, associatif ou artistique des individus, et peut-être aussi envisager une forme de changement dans la rémunération du travail si l'on considère que le travail peut être plus que le simple travail économique qui est quand même pour l'instant assez masculin. Voilà, donc c'est ça aussi l'idée de politiser le féminin, c'est de valoriser euh, des, euh, des vertus qui relèvent du soin, qui pour l'instant relèvent du féminin. Et il y a cette idée aussi que la valorisation euh, permet donc de supprimer la distinction entre d'un côté des vertus qui sont supérieures, de l'autre des vertus qui sont inférieures, et ainsi éviter que ces vertus se trouvent genrées. Euh, Parce que typiquement, c'est comment dire ça? C'est un peu comme quand dans certains domaines d'emploi, on considère que plus on monte haut dans la hiérarchie, plus il y a d'hommes, moins il y a de femmes, proportionnellement. Bah, c'est un peu la même idée considérant des vertus. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est valorisé va être davantage préempté par les hommes, ce qui est dévalorisé va être davantage préempté par les femmes, et que ainsi les dynamiques sociales se renforcent. Valoriser le féminin politiquement et socialement, ça permet aussi d'espérer déconstruire la répartition genrée autour de ces valeurs, et donc laisser aux hommes aussi les joies du travail domestique et du soin. Non, je dis ça avec, mais en vrai, c'est pas ironique du tout. Enfin, je pense que c'est assez délétère de pas laisser aux hommes la possibilité d'être parents, par exemple. Enfin, c'est un peu dommage. Euh, voilà, donc c'est cette idée-là de si on valorise le travail domestique, il est tout à fait possible que bah, les gens choisissent en fait tout simplement de préférer le travail économique ou de préférer le travail domestique ou de préférer un travail associatif. Voilà, donc ça c'était vraiment sur les dimensions de proposition, et on voit ici très bien comment est-ce que la remise en cause de l'universalisme s'arrête pas à la pure dimension négative, de dire ces auteurs-là qui ont fait de la théorie politique ont pas vu qu'ils reproduisaient des dynamiques de domination masculine, mais il s'agit aussi de proposer ici, à l'aune de la lecture critique, euh, des comment dire ça, mais vraiment des propositions en fait en théorie politique. C'est-à-dire que sortir de l'universalisme abstrait de la rationalité et dire mais en fait l'empathie c'est créateur de liens sociaux et on l'avait pas compris, on l'avait pas vu parce que c'était dévalorisé. Donc maintenant qu'on considère ah mais peut-être que c'était dévalorisé sur le sur la base d'un préjugé, résultat on étudie ce travail-là qui avait été dévalorisé, on dit mais ça c'est en fait essentiel pour une société. Et donc, il serait intéressant, résultat, de le considérer comme tel et de le valoriser comme tel. Donc, c'est vraiment la conséquence directe de l'existence de ces critiques qui ont remis en cause l'universalisme rationnel. Hop là, est-ce qu'il y a des questions? Pardon, je parle tout à l'heure. Est-ce que tu as des questions? Non? Il n'y a pas d'obligation, hein. Je peux continuer à monologuer. C'est pas, je peux le Non, je faire. réfléchis 2 secondes pour formuler ma question en fait. Oui, trop bien. Non, je disais juste quand il y a des valeurs ou des travaux qui sont dévalorisés et qui sont associés aux femmes ou qui sont pris en charge par les femmes, est-ce qu'on a une idée, c'est un peu bête comme question, je ne sais pas comment dire, est-ce qu'on a une idée de l'origine en fait, qu'est-ce qui est cause de quoi? Est-ce que c'est parce qu'ils sont dévalorisés que c'est les femmes qui les font ou est-ce que c'est les femmes qui les ont fait ou d'un moment c'est devenu dévalorisé? Enfin, est-ce qu'on aurait une idée ou est-ce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui est cause de quoi? C'est un peu bizarre. Moi, je disais que c'était un cercle vicieux. En fait, parce que
Justement, je saurais pas dire ce qui est venu en premier. J'aurais envie de dire que parce que il y a une domination, euh, ça a été dévalorisé. C'était peut-être ça en premier, mais ensuite, comme les femmes sont elles aussi dévalorisées, c'est sûr que ce qu'elles font, c'est considéré comme inférieur. Donc, c'est vraiment un peu question d'œuf et de la poule, mais en moins drôle. Enfin, moins gentil, quoi. Euh, non, je sais pas s'il y a vraiment une question de cause ou de ce qui est venu en premier, disons. Je sais pas si on pourrait établir une chronologie. Par exemple, mais par contre, en ce qui concerne la causalité et pas la chronologie, c'est quelque chose qui s'auto-entretient et qui se renforce. C'est-à-dire, je crois pas qu'entre les deux, il y ait vraiment de cause première, mais c'est vraiment deux causes concomitantes et qui ont tendance à se renforcer l'une l'autre. C'est, comment dire? Je prends un exemple, mais il est déjà arrivé qu'on me dise que dans certains emplois, à partir du moment où ces emplois commencent à être féminins, ça devient des emplois de merde. Typiquement journaliste. Euh, et là, selon les discours, on va dire, selon qui vous dit ça, soit la cause c'est l'arrivée des femmes, euh, soit c'est une conséquence, c'est-à-dire que parce que le métier de journalisme s'est peu à peu retrouvé dévalorisé, bah c'est des femmes qui l'ont pris en charge. Euh, et et c'est vraiment concomitant, c'est-à-dire pourquoi est-ce que docteur c'est plus valorisé qu'infirmier? Mais parce qu'infirmier, en fait, on pense à infirmière, maîtresse, professeur, enfin voilà quoi. Il y a un peu cette idée que les métiers sont assignés à des genres et que de là découlent des hiérarchies. Et c'est vraiment pareil avec l'ensemble de l'organisation sociale et politique, en fait. C'est des dynamiques qui se renforcent l'une l'autre complètement au point de, en termes de causalité, être aussi cause l'une que l'autre, quoi. Voilà. Euh, Résultat, je vais terminer avec donc la troisième partie, qui est celle de montrer comment est-ce que la critique est une occasion de relecture et de réactualisation d'un auteur. Donc ça porte sur Hegel. Sur Aristote, on en avait parlé déjà un peu la dernière fois avec la question de l'idéologie, et donc de montrer que ici, la critique féministe chez Aristote avait souligné le fait que ce passage était étrange. Euh, Était comme une scorie dans l'œuvre d'Aristote, et résultat, ça pouvait amener aussi à relire d'autres textes qui contredisent ce passage et à se dire il y a en fait une pensée plus complexe que cela concernant la place de la femme, la place de l'esclave, etc. Euh, c'est un peu la même chose qui se passe avec Hegel, et donc c'est le sujet de l'ouvrage de Jean-Baptiste Villeroy et de son article qui est un résumé extrêmement pratique de son ouvrage, Hegel féministe. La question, c'est pas de dire si Hegel est féministe ou pas. C'est un peu anachronique, honnêtement. Et l'auteur le sait très bien, hein. C'est juste, ça pose en fait la question des lectures critiques et relectures féministes d'Hegel. Donc nous l'avions vu la dernière fois dans les principes de la philosophie du droit euh, et dans la phénoménologie de l'esprit. Je sais plus quel passage il citait exactement. Je crois que c'était la phénoménologie de l'esprit. Ouais. Euh, et dans les principes de la philosophie de droit, il y a un passage qui est aussi lié à l'institution juridique qui est le mariage, comme première forme de contrat en fait entre deux individus, une espèce de proto-société qui est la cellule familiale. Donc voilà, donc dans ces deux textes, on a ce que je vous avais décrit la dernière fois, c'est-à-dire la description d'une différence fondamentale entre l'homme et la femme, qui sont deux pôles constitutifs du couple, donc première cellule sociale, qui fonctionne par opposition, notamment des oppositions dynamiques de mouvement, c'est-à-dire l'homme vers l'extérieur, la femme vers l'intériorité, et ces dynamiques-là de mouvement euh, poussent l'homme à la vérité en dehors de lui,
c'est-à-dire le savoir, la recherche scientifique, et pousse aussi l'homme à la recherche, cette fois pas intellectuelle, mais matérielle, en dehors, c'est-à-dire vers le travail et la politique. La femme qui est tournée vers soi, vers le repli sur soi et pas la division d'avec soi, cherche la vérité à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire dans les vérités de la foi, les vérités spirituelles, tandis que économiquement, son travail est celui vraiment qui, qui participe au maintien du foyer et au soutien du foyer. Donc c'est le travail de la domesticité et le travail familial. Évidemment, et Jean-Baptiste Villeroy le dit bien, hein, et Hegel se fait taper sur les doigts par des critiques féministes du fait de cette essentialisation différente qui assigne les femmes à la maison et les hommes au travail. Ce n'est pas quelque chose qu'il nie. Il dit que effectivement c'est là dans Hegel et que l'existence de cette critique lui a permis de reproblématiser sa lecture du passage. Et notamment, il l'a fait en s'interrogeant sur le débat au sein du féminisme lui-même entre naturalisme et constructivisme. C'est-à-dire que, selon lui, la critique se construit en grande partie sur l'idée que ici, Hegel naturalise l'homme et la femme, naturalise la femme vers la cellule familiale et l'homme vers la vie politique, par ce dont vous m'avez parlé, c'est-à-dire le recours à des arguments de différence biologique ou de différence naturelle, qui sont en fait l'expression d'une essence différente entre l'homme et la femme. Et l'ensemble de l'argumentation de Jean-Baptiste Villeroy montre qu'en fait, il y a surtout une naturalité du désir et pas forcément de la différence d'essence entre les hommes et les femmes. Il faut ici relier ce passage-là à l'ensemble de la phénoménologie de l'esprit. Donc, en ayant en tête cette lecture critique de est-ce qu'il y a une différence naturelle entre l'homme et la femme, Jean-Baptiste Villeroy a une lecture plus générale de la phénoménologie de l'esprit. Et en fait, ce qu'il décèle, ce n'est pas une naturalité sur la femme et l'homme, mais une naturalité du désir comme volonté de puissance, de domination, voire de destruction. Le désir, c'est non seulement évidemment le désir sexuel, mais aussi même le désir vital. C'est le désir de s'exprimer soi sur le monde, quoi, de faire son empreinte. Une image un peu étrange, mais qui fonctionne bien, c'est d'imaginer un enfant qui prend un bâton pour tout taper autour de lui dans le monde. Et c'est ça l'expression du désir. C'est celle de s'affirmer soi face à ce qu'on arrive à détruire. Et donc, il y a tout un passage dans la phénoménologie de l'esprit qui est consacré à la reconnaissance de soi comme être complet. Et cela se passe en plusieurs moments, qui sont donc d'abord l'affirmation pure du désir, donc quelqu'un qui casse tout autour de lui, jusqu'à d'un coup rencontrer autrui. Et autrui, ça fonctionne pas pareil. Ce autrui lui-même est un être de désir comme ça. Résultat, quand il y a deux êtres de désir purs qui se rencontrent, ils vont avoir envie de s'affirmer, d'affirmer leur individualité par la destruction de l'autre. Donc, s'engage entre les deux individus une lutte à mort. Évidemment, hein, y en a un qui gagne et il y en a un qui perd. Et à ce moment-là, la relation se trouve complètement asymétrique. Parce qu'il y en a un qui a sur l'autre pouvoir de vie et de mort, et l'autre qui est absolument terrifié à l'idée de mourir. L'autre se met donc en position de soumission pour garder la vie. Tandis que celui qui a remporté la lutte à mort se trouve avoir à disposition un esclave, ce qui est fort pratique, puisqu'il ne fera désormais plus rien.
et demandera à l'esclave de répondre à ses désirs en travaillant pour lui. Donc c'est la fameuse dialectique du maître et de l'esclave, hein, je pense que vous aurez reconnu. Donc la dialectique du maître et de l'esclave au pas de course. C'est en fait ce qui se passe ici, c'est que il y a l'un des deux qui a fait l'expérience de la limite de son désir, de la finitude. C'est-à-dire il a trouvé quelque chose qui lui résiste radicalement et qui non seulement lui résiste, mais l'a dominé. L'autre, non. Il est encore toujours dans la pure affirmation de son désir. Sauf que ce qu'entraîne la dialectique du maître et de l'esclave, c'est aussi donc une relation de domination entre les deux personnages, mais aussi une relation à l'action tout à fait différente. Il y a un personnage qui se retire de l'action, qui s'allonge et donne des ordres, et l'autre qui prend en charge l'action entièrement. Et par ce biais-là, en fait, il y en a un qui n'a plus d'effet sur le monde, tandis que l'esclave, lui, prend en charge l'effectivité de son action. L'effectivité, c'est-à-dire que ce que vous faites a une conséquence sur le réel, sur le monde. Voilà, donc, en général, quand on l'explique en terminale, on explique que c'est une différence de travail et que en fait, le travail permet à l'esclave de prendre possession du monde, tandis que le maître est dépendant de l'esclave. Et en fait, c'est un peu ça, mais c'est pas seulement une question de travail, c'est vraiment une question de désir et d'effectivité du désir et d'action. Donc, ce qui est un peu plus complexe que le travail, mais ce qui a aussi l'avantage d'être plus général. Et donc, une fois effectivement que l'esclave se rend bien compte qu'en fait, le maître est dépendant de lui, la relation, d'un coup, s'équilibre. C'est-à-dire que le maître a fait l'expérience de sa dépendance à l'autre, et non plus de sa seule affirmation égoïste. Et donc, c'est la coexistence au sein de l'individu de à la fois l'affirmation pure de son désir et de la dépendance à l'autre qui permet d'un coup une reconnaissance d'autrui comme son égal, mais aussi envers soi-même, comme étant à la fois un être de désir, mais voir que le désir n'est pas illimité, et donc qu'il peut y avoir ces rapports de dépendance-là. La lecture que Jean-Baptiste Villeroy fait de ce passage, il l'a fait en ayant en tête la question de la domination sexuelle. Donc on retrouve évidemment hein, la même dynamique où on se dit ok on a eu une lutte à mort entre la femme et l'homme menée par le désir sexuel cette fois et c'est con mais pour la question c'est plutôt l'homme qui gagne hein. Donc on retrouve la relation du maître et de l'esclave avec cette fois genrée entre l'homme et la femme mais toujours motivée par le désir. Et en fait, ce que propose Villeroy ici, c'est de dire que garder à l'esprit ça, le fait que la reconnaissance des individus, l'existence des individus est poussée par la naturalité du désir, ça permet de ne pas avoir un féminisme utopique. Un féminisme où on se dit un jour la question de l'inégalité homme-femme sera résolue et les deux seront égaux et il y aura plus de problème. La naturalité du désir, c'est-à-dire que le désir est toujours là, c'est l'affirmation de soi aux dépens de l'autre, face à l'autre. Et ça a une dimension sexuelle. Et donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la question de la dialectique du maître et de l'esclave, de l'expérience de sa dépendance, de l'expérience de son désir, ce sont des choses qu'on va retrouver, qui sont propres à l'homme. C'est comme ça que l'homme s'exprime sur le monde. Et quand je dis homme, c'est l'être humain. C'est comme ça que l'être humain s'exprime dans le monde. Et que donc, si on a une lecture genrée de la question, on ne peut pas espérer cette vision utopiste. Et il faut garder à l'esprit la naturalité du désir comme une espèce de menace constante de la domination masculine. Et donc, en fait, avoir à l'esprit que ce sera une lutte, toujours. Et toujours une remise
enfin, un retour à cette dialectique du maître et de l'esclave, cette lutte pour la reconnaissance, en fait. Donc voilà, ça montre en fait l'existence, selon lui, d'une lecture du désir et d'une lecture des relations de domination homme-femme qui se met vraiment sous l'angle de la lutte. Et en gros, il ne faut pas prendre pour acquis chaque petite avancée, mais considérer que, étant donné que l'affirmation de l'un sur l'autre est une propension naturelle, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, dont il faut se méfier, qu'il faut combattre. Et heureusement, nous ne sommes pas que des êtres naturels, nous sommes tout de même, chez Hegel, des êtres qui sont capables de dépasser la seule naturalité par le biais de la culture et de la spiritualité. Mais bon, que la naturalité est là, et que c'est quelque chose dont il faut se méfier, même si on est capable de la dépasser. C'est une façon de conscientiser, en fait, en quelque sorte, la menace que peut représenter la naturalité du désir. Et ensuite, une fois qu'il a fait toute cette analyse nouvelle de la question de la reconnaissance, comme ici reconnaissance de la femme, il revient sur le passage dont j'avais parlé la dernière fois, qui est celui effectivement de la polarisation du couple homme-femme selon des dynamiques d'intériorité et d'extériorité. Et en fait, une fois qu'on a relu la phénoménologie de l'esprit comme indication qu'on peut dépasser, combattre la naturalité par la reconnaissance, par cette question-là. Donc la reconnaissance, c'est quelque chose qui relève de l'esprit, c'est spirituel. C'est-à-dire qu'on a pris conscience de l'existence de l'autre par l'expérience de notre dépendance à lui. Donc une fois que tout ça a eu lieu, on peut aussi relire ce passage-là comme non pas une différenciation naturelle, essentialiste, mais comme une différenciation spirituelle. C'est-à-dire qu'on aurait en fait non pas une polarisation qui se fait selon l'homme et la femme, mais une polarisation qui se fait à proprement parler entre le féminin et le masculin. Donc quelque chose qui n'est pas lié à la biologie des personnes, mais vraiment à ces deux penchants spirituels des individus qui seraient concomitants toujours, et que c'est ça qui permet en fait d'avoir un rapport à soi complet. Parce que, comme je le disais, il y a cette idée que la dynamique vers l'extérieur, c'est une dynamique de division avec soi, de sortir de soi, tandis que la dynamique vers l'existence de ces deux dynamiques est celle qui permet d'avoir une expérience de soi complète. Et donc, effectivement, de former un foyer stable, mais aussi un rapport à soi-même stable également, où on n'est pas seulement dans la fuite en avant ou dans le retrait. Et donc, la lecture que propose ici Gilroy essaie de dire, ok, on a critiqué Hegel là-dessus, et on avait raison de le faire. Et en fait, la levée de la problématique se fait en disant, mais la différence n'est pas naturelle, parce que ce serait bizarre, en fait, vu tout le cheminement qui est fait dans l'ouvrage, d'en rester au naturel ici. On est déjà dans du spirituel à ce moment-là, la phénoménologie de l'esprit. Et donc, cette lecture-là, qui décide de lire le texte comme étant en fait une polarisation spirituelle et non sexuelle ou biologique, permet en fait de montrer qu'il y a l'existence de dynamiques, mais que ces dynamiques-là sont celles du masculin et du féminin en tant que, disons, catégories spirituelles, choses auxquelles en lesquelles on se projette, et pas seulement la question de ce qu'il y a entre nos jambes, ce qui intéresse assez peu Hegel. Et donc, ça permet en fait de penser à un équilibre spirituel entre les genres, mais aussi un équilibre spirituel dans la relation à soi, et dans ce chemin-là, qui est celui de la reconnaissance de soi comme individu. Et donc, on voit ici très bien en quoi le recours
à la critique, en l'occurrence féministe, permet en fait de relire un auteur sans proposer une lecture anachronique du tout. Euh, la seule peut-être réserve qu'on pourrait avoir, c'est de se demander si ici Jean-Baptiste Villeroy essaierait pas de sauver Hegel, en fait, de faire dire à Hegel quelque chose qu'on trouve acceptable maintenant. Mais c'est vrai que vu la complexité de l'œuvre hegelienne et surtout le fait que la phénoménologie de l'esprit est un texte qui, comme le titre l'indique, s'intéresse à l'expression dans le temps de l'esprit, la façon dont l'esprit progresse et se développe, et qu'il serait en fait étonnant ici qu'on ait d'un coup un retour au naturel ou au biologique, sachant qu'on parle d'esprit. Donc ça permet en fait de donner de nouvelles interprétations euh, qui certes permettent de sauver l'auteur, mais surtout qui permettent de le relire. Parce que s'il n'y avait pas eu la critique de ce passage-là, sans doute que c'est pas une lecture qui aurait été considérée comme nécessaire, euh, que de se dire, mais en fait, peut-être que c'est plus spirituel que naturel comme distinction. Voilà, j'ai fini mon cours. Est-ce que tu as des questions? Oui, en fait, j'ai une question. C'est sur le début, là, quand tu as parlé de la naturalité du désir et que c'était une menace constante de la Je ne domination t'entends masculine. pas. Ah mince, on entend? On entend ça maintenant? C'est le micro qui... Ah, Là, on non. m'entend maintenant? Ah, ok. On m'entend cette fois? On m'entend ou pas? Non, je t'entends toujours pas. Mais essaye de Toujours pas? débrancher, rebrancher tes écouteurs ou... Je sais Donc des pas fois, si ça c'est bug comme ça. ah, est-ce que ça peut être? Ah, les joies de l'enseignement à distance. Qu'est-ce que ça pourrait être? On n'entend toujours pas là? Ah, On n'entend pas? Euh, tu trop bizarre. On n'entend pas? Qu'est-ce que ça pourrait être? Non. Pourrait être. Bah, des fois, c'est l'ordinateur qui reconnaît pas ton micro au niveau des paramètres audio. Ah mince. Mais là, on arrive dans des manips un peu complexes, je dois dire. Mais sinon, écris ta question dans le chat. Ok, bah du coup, il y en a juste pour un petit peu de temps, le temps que je tape.
Alors, je vais lire ça à voix haute pour l'enregistrement YouTube. Alors, Clotilde dit: Je n'ai pas compris en quoi la naturalité du désir impliquait une menace de la domination masculine. Je trouve ce passage pas convaincant du tout. On dirait une fable un peu tirée du chapeau. Pourquoi la femme devrait perdre dans une lutte face à l'homme? Pourquoi l'homme aurait davantage un désir de domination que la femme? Alors, c'est une bonne question. Ce qui se passe ici, en gros, c'est que Villeroy genre la question de la phénoménologie de l'esprit qui est consacrée au désir et à la dialectique du maître et de l'esclave. Je vais essayer de regarder pourquoi est-ce qu'il le fait, s'il le dit. Le fondement naturaliste de la domination, est-ce que c'est ça? Qui décrit la dimension sexuelle du désir est nettement exprimée dans le terme allemand Begierde, qui, parce qu'il est conçu comme consommation de son objet, peut aller ici jusqu'à signifier l'agression sexuelle. Ok. Et ensuite, il passe à la question de la lutte du maître et de l'esclave comme une lutte sexuée, comme nous y invitait déjà Simone de Beauvoir. Conscience alors l'épreuve d'une lutte à mort dont il résulte un rapport de domination au sein duquel le maître redevient un être de pur désir. Relue à l'aune de son introduction, la dialectique du maître et de l'esclave peut être comprise comme une dialectique entre les textes. Alors, ok, et alors lui, il le lie en fait à d'autres textes. Donc déjà, il s'appuie sur une interprétation précédente, qui est celle de Simone de Beauvoir. On pourrait effectivement considérer que puisque la lutte à mort résulte sur une domination, et que la domination telle qu'on en fait l'expérience est celle de la domination masculine, on aurait l'idée que le maître est masculin et l'esclave est féminin. Donc ça, ce serait une lecture en gros à partir du du constat, pardon, de la domination comme résultat de la lutte à mort telle que la décrit Gaël. Mais les deux sont des êtres de désir. Il se trouve juste que c'est l'homme qui a remporté la lutte à mort. Ensuite, cette interprétation est confortée par les textes antérieurs à l'œuvre de 1807 qui situent la lutte entre les consciences comme la domination qui lui fait suite au sein de la famille. Ensuite, chapitre de la phénoménologie d'esprit consacré à l'étude de la cité grecque, les femmes en proie à la domination masculine sont réduites à des objets de désir, à l'exception du rapport entre frères et sœurs. Le désir s'avère être le fondement naturaliste des relations inégalitaires entre les sexes au sein du monde grec. Donc en gros, de ce que je lis, hein, c'est vraiment ça, c'est-à-dire il y a constat de la domination masculine et du fait que dans le cadre de la domination masculine, les femmes sont objets du désir. C'est-à-dire que les hommes en sont sujets. C'est effectivement le cas dans le monde grec où les femmes appartiennent au gynécée et sont vraiment restreintes à la domesticité, mais qui est aussi une domesticité sexuelle. Tandis que les hommes ont le loisir d'être sujets à proprement parler de leur désir. Donc en fait ici c'est ça, c'est-à-dire on relie la dialectique du maître et de l'esclave à partir de à la fois le constat de la domination masculine et le constat que du fait de cette domination, les femmes sont objets du désir et les hommes sont sujets. Et ensuite la naturalité du désir, c'est quelque chose qui évidemment est commune aux êtres humains, c'est la façon dont l'être humain se confronte au monde. Mais effectivement, si on considère le désir dans le sous-entendu qui est celui du désir sexuel potentiellement violent, on voit en quoi ça donne lieu ici à la domination entre les genres. Et pourquoi est-ce que je dis que la lutte à mort est gagnée par l'homme? Là, c'est hélas des différences biologiques, hein. C'est qu'on n'est quand même pas fait pour produire du muscle pareil, quoi. Donc c'est pas forcément que les hommes ont plus de désir, c'est propre aux deux sexes, mais il se trouve que dans le cadre de la lutte à mort, c'est l'homme qui gagne. Voilà. Est-ce que c'était plus clair? Est-ce que ça semble moins farfelu?
Ensuite, clairement, c'est une relecture, hein, c'est-à-dire que la question genrée, elle n'est pas présente dans la dialectique du maître et de l'esclave. C'est juste Villeroy qui se permet de le faire à la lecture d'autres textes. Où il dit, mais en fait, je ne trouve toujours pas ça convaincant. Et qu'est-ce qui n'est pas convaincant, en fait? Le fait que la femme doive perdre dans une lutte ou le fait que... Non, le désir, alors, le désir, il est présent chez les deux, donc ça, c'est bon. Hmm. Les différences biologiques sont mineures et que des choses comme les muscles n'ont plus d'importance dans nos sociétés par rapport aux questions intellectuelles. Oui, 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 tout à fait. En fait, comment dire? Dans l'analyse que Hegel fait de la cité grecque, je ne veux pas dire que les Grecs sont réduits à la naturalité, c'est pas vrai. Mais disons que la naturalité est quand même plus présente. C'est-à-dire que la question de la domination des femmes est en bonne partie sexuelle. C'est-à-dire que c'est la question du viol et du meurtre, hein, tout simplement. Et que la guerre entre les individus aussi est violente, on en est au meurtre, quoi. Donc dans cette société-là, la question musculaire a une importance. Ensuite, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que les qualités intellectuelles ou même des différences culturelles aujourd'hui semblent avoir plus d'importance que des différences biologiques. Les différences biologiques peuvent avoir leur importance dans une lutte d'individu à individu qui soit une lutte réelle. Donc là, bon, c'est la question un peu glauque du viol, quoi. Mais effectivement, pour la domination masculine à l'échelle sociale, alors en fait, c'est surtout que Hegel en fait le constat. Et donc, ça amène Villeroy à se dire, ok, résultat, quand on lit la question du maître et de l'esclave, on a en haut l'homme et en bas la femme. Cependant, pourquoi est-ce que la naturalité du désir serait encore aujourd'hui une menace? C'est parce que le désir, c'est pas, ou l'affirmation de soi sur les autres, c'est pas que physique. Je pense qu'on peut aussi l'interpréter potentiellement comme tout simplement une volonté d'écraser l'autre. Et ça peut très bien se comprendre dans un cadre professionnel ou politique ou social. C'est-à-dire que le désir, c'est vraiment le fait de voir son image dans le monde. Et ça se fait par une confrontation violente à la réalité. Et dans le cadre de la lutte avec autrui, c'est-à-dire qu'on peut, en fait, pour son bénéfice, euh, blesser autrui, mais même de façon imagée. Ensuite, je pense que c'est parce que Villeroy ici sexualise la question de la domination masculine. Elle est quand même premièrement sexuelle dans son texte. Et c'est un point important, c'est clair, hein, considérant le harcèlement ou quoi. Et il parle, c'est vrai qu'il parle pas à proprement parler, disons, de domination économique, par exemple, des hommes sur les femmes. Ce serait intéressant de voir comment ça se crée. Enfin, on pourrait penser hein, que la domination économique est le résultat d'une domination sexuelle comme moyen de renforcer en fait la domination sexuelle. C'est-à-dire si on a le pouvoir économiquement sur quelqu'un, on a le pouvoir sur quelqu'un tout court, quoi. Donc voilà. Ensuite, effectivement, le truc sur lequel c'est que Hegel se limite pas à la naturalité. Les hommes sont médiatisés par la culture et par la spiritualité. Donc on ne peut pas les réduire simplement à la naturalité du désir. Le seul truc que dit Villeroy, c'est faut pas oublier que la naturalité du désir est aussi toujours là. C'est-à-dire certes,
on est capable d'aller au-delà, mais c'est pas parce qu'on est capable d'aller au-delà qu'elle n'existe plus. Je crois que c'est ça qu'il essaye de dire en fait. C'est vraiment ce mouvement dialectique où, comme je vous l'avais dit, c'est l'histoire d'un bourgeon. Dans la première étape, il y a les 3 étapes, et dans la troisième étape, il y a encore l'image de la première. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que même dans la société développée et la culture, il y a encore en arrière-fond potentiellement la naturalité du désir, elle existe. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui, yes, trop bien. Eh ben écoute, Clotilde, c'était super que tu sois là. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Hop là. Yes.